Alors, bonjour à tous et bienvenue à cette 5e rencontre du réseau Alumni de l'Université de Strasbourg. En premier lieu, je dois vous présenter les excuses de Lina Trémusi, qui est l'ambassadrice 2019-2020, qui, à son grand regret, ne peut être présente parmi nous aujourd'hui. Avec cette 5e rencontre, nous changeons d'univers. Les rencontres précédentes ont porté sur des objets très concrets, les ressources en eau, les fouilles archéologiques, les molécules chimiques, l'alimentation. Aujourd'hui, nous abordons un tout autre domaine, tout aussi passionnant, un champ disciplinaire qui fut, jusqu'à il y a 10 ans, l'apanage de l'université Robert Schuman et plus anciennement encore de la faculté de droit. Si des règles bien établies régissent la vie en société, les relations entre citoyens, les rapports humains, bref, le vivre ensemble, ces règles sont fréquemment contournées. Ainsi en est-il des risques de corruption auxquels sont confrontées bien des entreprises. Contraintes de faire face à la concurrence, elles sont fragilisées par des conflits d'intérêts, des délits d'initiés, des fraudes qui font régulièrement la une des médias et qui relèvent de la criminalité. À l'échelle mondiale, les enjeux sont énormes. Aussi, les risques de corruption requièrent-ils des garde-fous, la mise en place d'un cadre juridique. Comment ce cadre juridique est-il élaboré? Comment se vivent les collaborations entre des unités de recherche universitaires, dans l'ambiance feutrée des laboratoires, et le monde des entreprises concernées par ces mêmes risques? Comment sont détectées et évaluées au sein des entreprises les multiples facettes de la corruption? Autant de questions que nous posons aujourd'hui à nos deux invités qui ont bien voulu accepter de dialoguer devant nous. Chantal Cutajar, qui va nous rejoindre dans un instant, est maître de conférence à l'université, où elle dirige le groupe de recherche sur la criminalité organisée, le GRASCO. Jean-Jacques Wang est expert en investigation en matière de corruption et de fraude et compliance. Alors par compliance, on peut le traduire, je pense, par conformité. Il dirige la société Ethicaline. Enfin, la modération du débat est assurée par notre collègue journaliste Léa Fitsala. Alors merci à tous les deux, merci à tous les trois de nous apporter un éclairage sur une question qui est certainement très sensible. Alors bonne conférence. Bien, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité aujourd'hui pour parler de ce sujet de la lutte contre la corruption. Je laisserai donc Madame Cutajar parler un petit peu plus des aspects académiques, les recherches qu'elle entreprend. Moi, pour ma part, le sujet de la lutte contre la corruption est un sujet que je côtoie depuis une dizaine d'années en entreprise, où j'ai travaillé au sein des entreprises en tant que responsable de la lutte contre la corruption, mais également donc, dans le domaine du conseil, où depuis quelques années, j'accompagne les sociétés pour se prémunir contre les risques de corruption, comment effectivement donc, les prévenir et les combattre. Donc sur cet aspect-là, on verra un petit peu plus dans le détail. Il y a deux volets. Il y a le volet prévention, donc comment il faut s'organiser au sein des entreprises, et il y a le volet donc, de détection, comment effectivement donc, on arrive à identifier des sujets potentiellement à risque et comment on agit pour pouvoir y remédier. Auparavant, je vais simplement effectivement introduire le sujet. Sur les enjeux de la lutte anticorruption. On parlera effectivement du cadre réglementaire, la partie programme anticorruption et comment effectivement donc, la mettre en place de manière très concrète dans les entreprises. Et Madame Cutajar, qui nous rejoindra dans quelques minutes, parlera un petit peu plus du cadre général au niveau européen et les axes de recherche qu'elle effectue avec les différents organismes au niveau européen.
Les enjeux de la lutte contre la corruption. Alors, la corruption, c'est un fléau endémique. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça existe dans toutes les strates de la société, aussi bien dans le domaine public que dans le privé. Ça existe bien évidemment en France et dans tous les pays. Les enjeux font que on dit qu'il y a à peu près 1000 milliards donc, je dirais de valeur économique qui s'envole dû au fait de la corruption. Donc ça, c'est des éléments qui manquent aux États en termes, je dirais, donc de rentrée fiscale. C'est également, je dirais, un élément extrêmement fort de distorsion de la concurrence. Quand on est effectivement dans les pratiques de corruption, c'est-à-dire pouvoir user, je dirais, d'une valeur économique, financière pour accéder et gagner un marché, on distord donc la concurrence, donc on ne permet pas effectivement donc à d'autres acteurs économiques de participer de manière, je dirais, juste et équitable. Et puis la corruption, c'est aussi, en termes d'enjeux, c'est l'aspect éthique et moral qu'on peut avoir également, c'est-à-dire de ne pas utiliser, je dirais, donc ces pratiques pour pouvoir accéder rapidement, je dirais, à des personnes, notamment quand ce sont des agents publics. Quand on parle effectivement de lutte contre la corruption, on parle effectivement de réglementation. Et depuis quelques années, ça remonte à 1977, les États-Unis, donc le premier pays, et souvent, je dirais, donc, précurseur en la matière, a édité donc une loi qui s'appelle donc le FCPA, le Foreign Corrupt Practices Act, qui permet de réglementer donc les sociétés pour lutter contre la corruption et interdire et condamner les sociétés qui se mettraient donc en pratique de corruption pour pouvoir gagner des marchés, et notamment donc la corruption donc d'agents publics sur leur territoire, mais également d'agents publics étrangers. Donc ils sont vraiment les précurseurs, c'est les premiers qui ont pris à bras-le-corps ce sujet, qui ont identifié que c'est un phénomène sociétal, c'est un phénomène qui va relayer, si vous voulez, donc, des mauvaises pratiques au sein donc, des fonctions publiques, et qui ont donc édité cette loi. À partir de 1977, il n'y a pas eu grand-chose en termes, je dirais, d'activité, et il faut attendre jusqu'à 1997 à ce que l'OCDE adopte la même, je dirais, démarche donc d'une directive de l'OCDE qui combat donc la corruption. Et donc tous les pays signataires de l'OCDE ont au fur et à mesure ratifié cette directive pour pouvoir donc lutter efficacement contre la corruption, donc à décliner auprès donc de chaque pays. Et il faut attendre assez tardivement, donc notamment en Europe. Il faut attendre 2010 pour que l'Angleterre adopte à peu près donc la même réglementation en termes de lutte contre la corruption. Et pour la France, il faut attendre jusqu'à 2016, donc c'est-à-dire 20 ans, quasiment fin 2016, donc 20 ans après la mise en application donc, de la directive OCDE, pour pouvoir donc voter une nouvelle réglementation, qui est donc la loi Sapin 2, la loi dite Sapin 2, donc de Michel Sapin, qui instaure un cadre législatif pour pouvoir combattre, lutter efficacement contre la corruption. Donc, cette réglementation Sapin 2 donc de décembre 2016, elle instaure plusieurs éléments. Premier élément, c'est la création d'une agence, une agence indépendante qui s'appelle donc l'Agence française d'anticorruption, donc l'AFA, qui instaure également donc des poursuites, cette fois-ci pénales, qui sont instruites donc par le parquet national financier en cas effectivement donc d'infraction à la loi contre la corruption, et qui instaure également, je dirais, tout un dispositif de prévention et de détection donc, que les entreprises doivent mettre en place au sein donc, de l'organisation. Donc l'AFA donc, est une instance, une autorité indépendante, a défini auprès donc, des sociétés ayant plus de 100 millions de chiffre d'affaires et 500 salariés, tout un programme anticorruption qui se décline en 8 points, 8 mesures, pour pouvoir lutter efficacement contre la lutte contre la corruption, pour lutter contre la corruption. Cette agence a donc la vocation à s'assurer que toutes les entreprises cibles, donc 100 millions de chiffre d'affaires et donc 500 salariés, mettent en œuvre efficacement donc, ce programme. Et elle a également donc, la charge de venir contrôler si les sociétés donc, mettent correctement en œuvre et en application donc, ce programme de lutte contre la corruption.
Et si, le cas échéant, elle s'aperçoit qu'on n'a pas fait les diligences nécessaires, elle est en capacité donc de sanctionner administrativement à hauteur donc de 200 000 € pour les personnes physiques, donc les dirigeants des entreprises, et également donc à hauteur de 1 million pour la personne morale qui aurait fait défaut de mise en place d'un programme de lutte et de prévention, de détection de la corruption. Donc c'est un phénomène extrêmement nouveau et assez ambitieux de la part donc, de la réglementation française. On a mis 20 ans pour la mettre en œuvre, mais maintenant on est extrêmement ambitieux sur le programme et les exigences qu'on met donc, auprès des sociétés. Les sociétés donc aujourd'hui doivent toutes se préparer en interne à dérouler, à mettre en œuvre donc, ce programme de prévention et de détection. Donc ce programme, il consiste en 8 mesures essentielles qu'il faut donc pouvoir faire appliquer, animer au sein des sociétés. Dans les 8 mesures, nous avons le premier point qui est donc le code d'éthique. Il faut pouvoir, pour toutes les sociétés, établir, édicter auprès donc, de toutes les parties prenantes, les salariés, les clients, les fournisseurs, les partenaires, les actionnaires, d'édicter donc les règles de bonne conduite éthique que toute société doit appliquer, et notamment ne pas accepter, je dirais, donc, des pratiques de corruption, lutter efficacement contre la corruption, la dénoncer, la détecter, et surtout donc, la reporter, et pour pouvoir effectivement donc, y remédier. Deuxième mesure importante pour pouvoir dérouler ce programme anticorruption, c'est d'effectuer une cartographie des risques sur les zones de chaque société auxquelles on serait plus exposé à la corruption. Donc il faut identifier pour une société où sont les activités. Est-ce que ce sont les activités commerciales? Est-ce que ce sont les activités d'achat? Est-ce que ce sont les activités avec des distributeurs, des partenaires qui seraient donc les plus sensibles à des zones de corruption? Donc il faut les identifier pour pouvoir mettre en place des dispositifs et des mesures de prévention adéquates. Troisième mesure, c'est d'évaluer le travail et les relations qu'on a avec les parties prenantes, les tiers. Une société travaille bien évidemment avec des intervenants, je dirais donc extérieurs et intérieurs. Il faut pouvoir, auprès donc, de nos tiers, évaluer donc l'appétence et la prise de risque en matière de corruption. Est-ce que travailler avec certaines parties prenantes extérieures nous mettent en situation d'effectuer donc des actes de corruption, même sans effectivement donc, en être totalement, je dirais, conscient? C'est des zones effectivement sur lesquelles il faut être extrêmement sensible. Quatrième mesure, c'est de mettre en place des contrôles internes et des contrôles comptables qui permettent d'identifier rapidement la genèse, je dirais, donc, d'événements et qui seraient donc de nature à être un acte délictueux de corruption. Cinquième élément également de la mesure est de mettre en place une ligne d'alerte qui permettrait donc à tout à chacun donc dans l'entreprise de remonter auprès des instances dirigeantes des éléments, donc des suspicions d'éléments qui seraient des actes de dysfonctionnement ou des actes délictueux potentiellement donc de corruption. Sixième élément, c'est également donc un programme de formation et de sensibilisation auprès donc de tous les salariés pour qu'ils prennent conscience des enjeux de la corruption, des enjeux pour pouvoir combattre la corruption, des enjeux pour pouvoir la prévenir et des enjeux donc pour pouvoir également la détecter et circonscrire assez rapidement donc, ces éléments-là. Septième élément, mesure donc, dans le programme anticorruption, c'est de mettre en place des mesures disciplinaires à l'encontre des personnes au sein de la société qui commettraient donc, des actes de corruption. Et huitième mesure, extrêmement ambitieuse, c'est de mettre en place tout un programme de monitoring, de surveillance et d'assurance que l'ensemble des 8 mesures ou des 7 mesures précédentes soient bien appliquées, soient bien comprises par les salariés et soient bien donc exécutées au quotidien. Tout ça pour pouvoir permettre donc une prévention et une détection efficace des faits de corruption potentiels qui pourraient y avoir lieu. À travers effectivement donc ce programme, on a l'obligation aujourd'hui de le mettre en place de manière, je dirais, assez pragmatique et assez pratique au sein donc, des entreprises.
Et pour accompagner donc le déroulé de ce programme, il y a donc aujourd'hui une fonction donc, extrêmement importante et qui prend de plus en plus d'importance au sein des organisations, qui est donc la fonction de la direction de la conformité ou compliance, donc en termes anglais, anglo-saxon, qui a la charge de s'assurer que l'ensemble de ce programme anticorruption, donc un programme qui rentre bien, je dirais, dans le cadre de la conformité, soit bien donc exécuté, compris et relayé donc, au sein donc, de l'entreprise à toutes les strates. Donc c'est une fonction de plus en plus importante dans l'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'il y a une dizaine d'années, les sociétés avaient cette fonction qui était, je dirais, une annexe de la direction juridique, qui avait, je dirais, pour rôle d'interpréter, de comprendre la matière juridique, la matière réglementaire en termes de conformité vis-à-vis de telle ou telle loi. Alors ça peut être des lois anticorruption, ça peut être des lois de lutte anti-blanchiment, ça peut être également des lois contre les sanctions économiques. Bref, beaucoup de domaines, je dirais, de réglementation et de conformité auxquels donc, le responsable de conformité interprétait, comprenait et digérait effectivement donc, ces lois-là pour pouvoir donc, faire en sorte que la direction juridique les anime. Aujourd'hui, donc, la fonction de responsable de conformité est beaucoup plus ambitieuse, puisqu'il y a tout ce programme anticorruption qui concerne donc, la loi Sapin 2 pour la lutte de la corruption, mais également d'autres programmes de conformité, dont elle a la charge d'animer, d'organiser et de sensibiliser l'ensemble des salariés au sein de l'entreprise, aussi bien les dirigeants, pour qu'ils saisissent bien donc, les enjeux de la lutte contre la corruption, mais également donc, tous les opérationnels au niveau le plus bas, ceux qui sont en prise au quotidien avec les opérations, les transactions, pour qu'ils arrivent bien à comprendre comment lutter efficacement contre la corruption et comment détecter assez tôt des potentiels faits, des dysfonctionnements qu'il faut remonter et qu'il faut extrêmement donc, rapidement y remédier. À côté de cette partie, je dirais, de mise en place et s'assurer que le programme se déroule correctement dans l'entreprise, il y a tout un programme de sensibilisation, de communication constante, permanente, sur lequel le responsable de conformité anime avec des ressources, avec des organisations, avec des moyens nécessaires pour que tous les salariés, encore une fois, comprennent bien dans leur sphère comment donc agir en temps et en heure. Cette fonction de conformité, aujourd'hui, au-delà effectivement de l'aspect théorique, c'est vraiment, je dirais, une fonction aussi de conduite du changement. Donc, aujourd'hui, les sociétés sont très agiles, elles sont confrontées à beaucoup de facteurs extérieurs, la digitalisation, la mondialisation des activités, la conformité et la lutte contre la corruption. Et le rôle de responsable de conformité aujourd'hui est vraiment un animateur pour conduire le changement, à faire en sorte que les gens changent de mentalité, intègrent bien donc, cette notion de lutte contre la corruption au quotidien. Donc ça, c'est le programme de prévention et de détection. À côté de ce programme anticorruption, donc, qui est déjà extrêmement ambitieux à faire vivre au quotidien, il peut arriver qu'on détecte des sujets parce que les sociétés aujourd'hui sont mondialisées, les sociétés travaillent parfois dans 150 pays, les sociétés ont des très grands groupes, peuvent avoir jusqu'à 200 000 salariés à travers le monde. C'est déjà une ambition, une gageure de pouvoir sensibiliser donc, tout l'ensemble de cette population-là, mais on n'est jamais à l'abri à ce que, dans un pays lointain, certains types d'activités se prêtent à des activités qui seraient donc passibles, je dirais, donc d'activités donc de corruption pour pouvoir gagner un marché, parce que c'est des raccourcis qui peuvent être pris pour pouvoir accéder rapidement à certains marchés. Dans ces cas-là, il faut avoir également, je dirais, ce volet extrêmement important de détection. Donc, un des dispositifs dans le programme anticorruption qui est prévu par la loi Sapin 2 dit qu'il faut mettre en place des lignes d'alerte pour que tous les salariés qui identifient potentiellement donc, des sujets puissent le remonter donc, à la direction centrale, pour faire en sorte que le responsable conformité agisse, aborde donc ces sujets et pour pouvoir donc y remédier et circonscrire. Dans ce cadre-là, il faut de temps en temps également donc, effectuer donc, de la détection, donc des investigations pour s'assurer
que les sujets sont bien effectivement des sujets qui sont des éléments des activités de corruption. Comment effectivement donc comprendre comment ça s'organise, identifier donc les personnes et les parties prenantes qui ont pris part et essayer donc d'y remédier et de peut-être également instruire de manière disciplinaire vis-à-vis des gens qui ont donc trempé dans les schémas de corruption et le cas échéant, si ça concerne des sociétés extérieures donc à notre société, de pouvoir également donc avoir des poursuites légales et judiciaires idoines pour pouvoir éteindre rapidement donc les faits de corruption. La prévention et la détection, bien sûr, dans le cadre de ces enjeux-là de corruption, c'est également une gestion des risques. Donc on parle effectivement de risques. Quels sont les risques pour les sociétés aujourd'hui face effectivement donc à ces enjeux de lutte contre la corruption, et quels sont les risques pour les sociétés qui le font mal ou pas suffisamment et les risques auxquels elles s'exposeraient parce qu'elles ne combattraient pas efficacement donc la corruption. Tout d'abord, il y a le risque de non-conformité. Donc, c'est un nouveau risque qui est de plus en plus prégnant aujourd'hui. Les sociétés, quand elles font leur cartographie des risques, on retrouve des risques relativement classiques d'année en année qui sont les risques stratégiques. Il y a des risques également de cybersécurité. Il y a également des risques financiers. Donc, ça, c'est plutôt donc, dans le domaine, je dirais, du marché financier, l'accès à l'argent. Mais de plus en plus, on a donc ces nouveaux risques extrêmement importants qui sont des risques de non-conformité aux réglementations françaises et internationales. Et on parle bien sûr là aujourd'hui en l'espèce des réglementations anticorruption, mais il y a beaucoup d'autres réglementations et en termes de mise en conformité qui sont également donc extrêmement importantes si nous ne faisons pas les efforts nécessaires pour pouvoir effectivement s'y conformer. Donc c'est un premier risque qui est important, c'est de ne pas être conforme à toutes les réglementations françaises et internationales. Ce risque-là peut amener, notamment en l'espèce pour la loi Sapin 2, à des sanctions, à des contrôles et des sanctions administratives qui vont jusqu'à 1 million d'euros pour les sociétés qui n'auraient pas mis en place justement le bon programme de conformité pour lutter efficacement contre la corruption. Mais au-delà de ce risque de non-conformité, il y a des risques de plus en plus importants si on n'adopte pas la bonne attitude et on ne combat pas efficacement la corruption. Ce sont donc les risques légaux et réputationnels. Une société aujourd'hui qui serait laxiste en termes de combat contre la corruption, elle serait effectivement attaquée par des autorités. Donc ça peut être des autorités françaises, donc le parquet national financier, ça peut être des autorités anglaises ou souvent les autorités américaines, donc le ministère de la Justice américaine, de par les lois anticorruption qui existent chez elles, mais également donc maintenant dans beaucoup de pays, peuvent attaquer donc les sociétés qui se prêteraient à des activités de corruption. Et ces procédures et ces attaques pénales vis-à-vis donc des réglementations françaises et internationales sont extrêmement lourdes en termes de pénalités financières. Les États-Unis sont précurseurs dans ce type, je dirais, d'action pénale vis-à-vis des sociétés qui ont été donc prises la main dans le sac en termes, je dirais, d'activités de corruption en France ou à l'international. Et les amendes négociées qui ont pu avoir lieu pour les grands groupes se montent à des centaines de millions d'euros ou de dollars. Des centaines de millions de dollars. Donc une société qui ne combat pas efficacement la corruption, le risque de conformité, mais elle s'expose également à ce risque, je dirais, donc d'amende, de poursuites légales extrêmement fort, avec des amendes, je dirais, donc extrêmement conséquentes en termes d'aspect financier. Le deuxième risque également donc très important et que les sociétés surveillent aujourd'hui, c'est le risque réputationnel. Dans un monde de plus en plus mondialisé, dans un monde extrêmement connecté, dans un monde où les grands groupes travaillent sur un marché international, le fait d'être, je dirais, poursuivi pour des faits de corruption sera médiatisé aujourd'hui et médiatisé de manière plus rapide, sachant qu'aujourd'hui nous sommes à l'ère de l'Internet, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Toute information, je dirais, qui concernerait un acteur économique
sur des sujets de dysfonctionnement et de poursuite ne pourra plus effectivement passer sous silence. Et les conséquences pour une société, pour ce type, je dirais, de poursuite, sont extrêmement importantes sur les aspects réputationnels. En termes d'image, c'est finalement extrêmement difficile à mesurer en termes d'impact financier, mais c'est de loin celui qui aura, je dirais, donc, le plus de répercussions sur le temps et sur le long terme, sur un manque à gagner, sur la fermeture de certains pays, sur la fermeture effectivement d'accès à certains marchés, à des marchés publics, et aussi vis-à-vis, je dirais, donc, de l'image qu'on peut projeter donc, de telle ou telle société vis-à-vis du public. Aujourd'hui, le public, le consommateur est de plus en plus sensible à ces sujets d'éthique, d'environnemental, de sujets sociétaux, et ce sujet de combattre la corruption, d'être moralement ou éthiquement, je dirais, donc, transparent et exemplaire, est extrêmement fort aujourd'hui. Donc les consommateurs y sont sensibles, beaucoup plus qu'il y a 10 ans ou 20 ans, et une société qui aurait donc des aspects, je dirais, donc de corruption et exerce la corruption au quotidien, aurait un effet extrêmement négatif sur son activité au quotidien. J'ai fini effectivement sur cette partie plus, on va dire, enjeux et mise en place pour les entreprises. Madame Cutajar vient de nous rejoindre. Peut-être, Chantal, vous pouvez nous remettre un petit peu tout cela dans un contexte, je dirais, macro, et puis également donc, les axes de recherche. Je vous remercie. Et tout d'abord, je vous présente mes vraiment plus sincères excuses. On n'a jamais de bonne raison d'être en retard, et donc je ne vais pas m'étaler sur ces raisons. Je vous prie vraiment de m'excuser. On a souhaité effectivement vous présenter ce sujet, les entreprises face à la corruption, la lutte contre la corruption, parce que c'est un sujet hautement d'actualité. C'est un sujet qui dépasse largement le cadre éthique. La corruption a des implications en matière économique et financière qui sont très très importantes. Pour les entreprises, le fait de ne pas prendre suffisamment au sérieux la lutte contre la corruption est dans l'intégralité de leur périmètre, pas uniquement sur le territoire national d'implantation, eh bien cela peut leur coûter effectivement, vous l'avez dit Jean-Jacques, extrêmement cher. En avril 2013, l'un des cadres d'Alstom est interpellé par le FBI à son arrivée sur le territoire américain, au motif qu'en vertu de la loi FCPA, le Foreign Corrupt Practices Act, c'est une loi qui date de 1977, donc vous voyez que nos amis américains ont largement de l'avance. Cette loi avait été prise dans le sillage du scandale du Watergate, et elle a une caractéristique importante, c'est qu'elle est d'application extraterritoriale. Ça veut dire qu'elle va s'appliquer dès lors qu'une entreprise a un lien avec une entreprise américaine, et ce lien peut se révéler de manière extrêmement ténue. Le cadre est poursuivi donc pour un contrat gagné par Alstom en 2004 en Indonésie, et contrat qui aurait été entaché de corruption. Est-ce que le cadre en question, Pierucci, a lui-même versé des pots de vin en l'espèce? Non. Il était au courant, et cela a suffi en droit américain, finalement, pour engager sa responsabilité. Il passera plus de 2 ans en prison aux États-Unis, et General Electric aurait, semble-t-il, profité de la mauvaise passe d'Alstom pour racheter l'entreprise, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour plus de 10 milliards de dollars. Les intérêts américains ont été largement préservés dans cette affaire, ceux de la France un peu moins, et ceux du cadre concerné, mis en cause, ont été, pour ce qui le concerne, largement sacrifiés. Donc, on le voit, le monde de l'entreprise
risque énormément, que ce soit du point de vue d'ailleurs de la sécurité aussi physique, juridique de ces cadres, mais aussi pour la santé financière de ces comptes. Juste pour vous donner une petite idée, sur 26 amendes de plus de 100 millions de dollars prononcées entre 1977 et 2014 pour des faits de corruption, 21 l'ont été à l'encontre de sociétés non américaines. Donc on voit aussi que ces outils deviennent des instruments de guerre économique entre les États. Pour la France, les amendes infligées à Technip et Alcatel en 2010 se sont élevées à 338 millions et 137 millions pour chacune d'entre elles. Total a écopé de 398 millions de pénalités en 2013, Alstom de 772 millions en 2014, Société Générale Sanofi 293 millions. Voilà, donc ce sont des chiffres qui doivent nous amener à réfléchir. Et puis vous avez aussi l'affaire Carlos Ghosn au Japon, qui est hautement d'actualité et qui fournit encore un exemple très récent. Alors, la corruption, elle est néfaste évidemment pour les affaires parce qu'elle fausse la concurrence, elle pénalise les consommateurs. Il y a bien toujours quelqu'un qui doit finir par payer ces pots de vin. Ce sont des choses qui sont largement connues aujourd'hui, mais elles menacent également les institutions des démocraties. La corruption est une menace directe contre la démocratie. Elle fragilise aussi les jeunes démocraties émergentes. Et donc, l'impératif de lutter contre la corruption se révèle comme un impératif catégorique, au sens kantien du terme. Mais encore une fois, aujourd'hui, on peut se demander si la lutte contre la corruption n'est pas instrumentalisée, on va dire, pour d'autres raisons qui sont des raisons stratégiques finalement de guerre économique. Donc il faut être extrêmement prudent et il faut effectivement que les entreprises soient à la fois conscientes du risque que la corruption peut générer globalement à l'échelle macroéconomique d'une manière générale, mais également, et ça vient d'être rappelé, les risques financiers, les risques d'image qui y sont attachés. La communauté internationale s'est intéressée de longue date à la corruption et notamment l'OCDE qui qui a adopté tout un dispositif normatif de lutte contre la corruption dite active, c'est-à-dire celle qui est commise par les entreprises qui corrompent, donc, dans les relations commerciales internationales, les agents publics étrangers. Cette loi a été... à côté de ça, il y a eu des initiatives qui ont été prises par les différents pays et cette loi a été, cette convention internationale a été évidemment adoptée par la France et entérinée également. Et la dernière traduction qui s'en est faite, ça a été donc cette loi Sapin II. L'Université de Strasbourg s'est intéressée très tôt, je crois, à ces problématiques depuis 2005, lorsque nous avons mis en place un master qui, au début, a débuté comme un diplôme de l'Université de Strasbourg, prévention des risques de fraude, de corruption, de blanchiment d'argent. Donc, c'était en 2005. Et nous avons pu mettre en place ce master destiné à former, on ne les appelait pas encore comme ça de manière courante à l'époque, les compliance officers,
mais des responsables des services de prévention, de conformité. Là encore, le terme n'était pas aussi répandu qu'aujourd'hui. Des sortes de vigies, si vous voulez, dans les banques, dans les assurances, dans les grandes entreprises, pour prévenir ce risque et notamment le risque de corruption, et le risque de blanchiment, mais notamment aussi le risque de corruption. Et je dois dire que nous avons réussi à mettre en place ce master grâce à un partenariat très important d'une institution qui aujourd'hui a disparu, qui était le service central de prévention de la corruption. Alors, on ne peut pas dire qu'il a été vraiment remplacé par l'AFA, l'Agence française anticorruption, parce que le service central de prévention de la corruption n'avait pas de pouvoir d'investigation. Aujourd'hui, l'AFA a des pouvoirs d'investigation et un collège de sanctions également, donc c'est à une autre mesure. Et voilà. Et donc, ce master, l'année d'après, a été reconnu, enfin, ce diplôme d'université a été reconnu comme master. Et depuis, nous formons tous les ans une trentaine d'étudiants qui, aujourd'hui, occupent des postes dans les services de conformité, donc qui mettent en œuvre ces réglementations et qui, voilà, sont là, effectivement, pour... et ce n'est pas un métier facile, peut-être que tout à l'heure, vous allez pouvoir en dire quelques mots. L'Université de Strasbourg s'intéresse à ces problèmes-là également dans le cadre de notre centre de recherche, le GRASCO, qui est un laboratoire qui est rattaché à l'UMR Dres, l'unité mixte de recherche, droit, religion, société et entreprise. Et la particularité, si vous voulez, de notre laboratoire, c'est de créer des partenariats avec des entreprises. Nous sommes sur des problématiques qui ne peuvent pas rester à l'échelle de la théorie. Nous avons besoin d'avoir une approche du phénomène la plus précise possible, d'ailleurs pour que dans le prolongement, nous puissions faire des recommandations, parce que c'est aussi notre mission que de contribuer à l'amélioration des dispositifs, que ce soit de prévention que de répression de ces infractions. Nous intéressons à la lutte contre la criminalité, si vous voulez, dans sa dimension économique et financière, donc tout ce qui peut être mis en œuvre dans le cadre des affaires, mais qui viole évidemment les principes. Et c'est dans ce contexte-là qu'un partenariat s'est noué aussi avec Monsieur Kang, alors qui se manifeste de plusieurs manières. Donc, nos partenaires interviennent dans les cours, ce qui permet de donner aux étudiants des compétences opérationnelles très vite. Ils sont tous Est-ce qu'il y en a des anciens ici ? Ah ben voilà, oui, ah ben le voilà, absolument. Qui permettent voilà, de les rendre opérationnels très vite. Et tous les ans, c'est d'ailleurs de plus en plus vite, où nous sommes un diplôme qui fonctionne dans le cadre de l'apprentissage, de l'alternance. Et nos étudiants sont ainsi recrutés de plus en plus avant d'avoir passé leurs examens. Donc c'est... Et sans doute, et nous avons d'ailleurs beaucoup plus de demandes d'entreprises aujourd'hui que de possibilités que nous avons de former des étudiants. Donc, et la raison, elle est directement liée à ce caractère extrêmement opérationnel des étudiants grâce à l'intervention de praticiens. En même temps, l'intervention universitaire est essentielle, et d'ailleurs, les étudiants doivent rédiger un mémoire sur une problématique qui intéresse l'entreprise, qui apporte une plus-value, mais avec une réflexion universitaire. Voilà, ce maillage entre l'université et le monde de l'entreprise sur une thématique aussi sensible que celle de la lutte contre la corruption me paraît absolument essentiel. Le cadre juridique qui entoure, je ne sais pas, vous l'avez peut-être abordé, vous allez le faire. Le cadre juridique de la lutte contre la corruption. Avec Sapin 2 et... Ouais, donc, je vous laisse faire Sapin 2. Le cadre juridique de la lutte contre la corruption, et c'est pareil aussi en matière de blanchiment,
n'est pas un cadre juridique extrêmement clair, en fait, hein, parce que vous avez cette concurrence des normes. Et cette concurrence des normes, il faut rendre les étudiants capables d'appréhender l'ensemble des risques auxquels on peut être exposé. J'avais abordé le programme, mais je voudrais simplement souligner, dans le prolongement de ce que vous avez dit, Chantal, c'est que c'est vrai que ce master, moi j'ai pu l'apprécier également, puisque il y a un an et demi, j'avais essayé de le recruter. On avait effectivement rencontré 2 personnes du master qui ne nous ont pas rejoint notre cabinet à cette époque-là, parce qu'effectivement, ils étaient extrêmement recherchés, et donc ils ont trouvé, ils avaient certainement géré plusieurs offres sur leur table, et tant mieux pour eux. Je pense que c'est effectivement un master extrêmement riche et complet, parce qu'il y a vraiment ces 2 dimensions théoriques. Donc apprécier cette matière réglementaire et ce cadre juridique que vous précisiez, qui n'est pas forcément uniquement français, mais c'est vraiment international. Comment l'enchevêtrement de toutes ces réglementations-là peuvent bien s'appliquer. Donc il faut déjà une bonne connaissance théorique des tenants et des aboutissants donc, de chaque réglementation. Elle se chevauche, elle se complète. Il y a peut-être effectivement donc, des éléments à bien apprécier. Et puis également donc, la deuxième dimension, qui est la dimension plus opérationnelle. Et c'est là où il me semble que ce master est très très apprécié, parce que il y a cette notion d'applicabilité très rapide dès que les diplômés donc, sont recrutés et travaillent en entreprise. Cette fonction de conformité, comme je vous le disais tout à l'heure, devient de plus en plus une direction de la conformité. C'est-à-dire que ce n'est pas une seule personne qui est, je dirais, un petit peu donc, l'érudit et le gardien du temple en termes de réglementation. C'est une direction qui s'étoffe avec des ressources et des moyens de plus en plus importants au fur et à mesure que les sociétés sont grandes, plus effectivement les ressources sont démultipliées, et ça grandit encore et ça croît avec la complexité de ces couches et ces empilements gérés de couches réglementaires qu'il faut donc appliquer. On parlait de la lutte contre la corruption, mais il y a également d'autres réglementations, notamment les sanctions économiques, qui sont extrêmement prégnantes. Et là, il y a des chevauchements clairs avec la lutte contre la corruption, qui fait que finalement, ces directions-là s'étoffent de gens qui doivent bien sûr apprécier la matière réglementaire, mais qui doivent aussi avoir ces ressorts pratiques de mise en application, d'accompagner les sociétés, leur personnel, les salariés, tout un chacun dans l'entreprise, pour pouvoir s'approprier efficacement, je dirais, donc, les enjeux de ces réglementations, de savoir les conjuguer au quotidien dans son travail et de savoir les appliquer et de les faire vivre. Donc c'est un rôle extrêmement riche qui va allier vraiment ces 2 dimensions théoriques, connaissance très je dirais donc théorique des réglementations, et également donc la mise en pratique de manière très pragmatique cette fois-ci, d'accompagner, sensibiliser, évangéliser les sociétés et leurs organisations. En tant que cabinet de conseil, nous collaborons effectivement avec, comme disait Chantal, avec le Master et le Grasco, et on est extrêmement, je dirais, sensible à ces fonctions, ou en tout cas donc à ces diplômants, parce qu'ils ont ce côté pragmatique. Le conseil, l'accompagnement, je dirais, conseil que nous faisons auprès des sociétés pour mettre en application donc, ces réglementations, on a besoin beaucoup de ce vernis, plus que le vernis, mais cette pratique, cette praticité, parce que c'est ça qui fait la valeur ajoutée, je dirais, d'un accompagnement extérieur pour les sociétés qui doivent aborder, exécuter un programme complexe dans une organisation internationale présente dans tous les pays et dans une sphère, je dirais, de salariés qui peuvent être de 100 000 ou 200 000 salariés. Donc voilà un petit peu, je dirais, l'apport que je voulais compléter sur cette fonction clé pour animer ces mises en œuvre de plans de prévention et de détection. Je sais pas, peut-être des... Non, si, ça y est. Juste peut-être pour rebondir d'abord sur le master, depuis tout à l'heure je me pose une petite question. Et si on est un professionnel qui a intégré le monde du travail avant la loi Sapin, est-ce que c'est encore possible de se former à toute cette complexité ? Oui, alors
Alors très certainement, oui, bien sûr. Et d'ailleurs, notre master est ouvert à la formation continue. Les modalités pour le suivre sont très pratiques parce qu'il y a une semaine par mois, un module d'une semaine par mois, et le reste du temps, les étudiants sont en entreprise. Donc dans le cadre de la formation continue, nous avons tous les ans des personnes qui viennent se former et justement pour pouvoir aussi occuper ce type d'emploi parce que la demande est importante, la demande est de plus en plus importante. Peut-être que vous pouvez en donner une idée, hein, parce que les risques de sanctions et avec la promulgation de Sapin 2 et ce nouveau risque que fait courir la violation des dispositifs de lutte contre la corruption fait que les entreprises ont besoin absolument de former leurs salariés. Et évidemment que le master est ouvert à la formation continue. Vous êtes les bienvenus si vous le souhaitez. D'accord, bon, l'invitation est lancée. Alors, est-ce qu'il y a déjà des personnes qui ont des questions dans la salle? Oui, je vois une question. Oui, bonjour. J'avais des questions par rapport au fonctionnement de l'agence anticorruption, l'AFA, je crois. Oui. J'avais entendu que, par exemple, la principale source d'activité du fisc, c'était la délation. Est-ce que ça se vérifie aussi pour l'agence anticorruption? Ça, c'est une première question. Et d'autre part, par exemple, dans le cadre de la police nationale, c'est encadrer les rémunérations des ce qu'on appelle des indiques. Est-ce que ça fonctionne aussi comme ça pour l'AFA ou est-ce que je me trompe? Alors, l'Agence française anticorruption a vocation, dans sa mission, d'effectuer des contrôles administratifs. Donc, elle le fait avec, de manière, je dirais, donc, souveraine, de choisir effectivement les sociétés qu'elle va vérifier, contrôler sur pièce et sur place pour s'assurer que les programmes soient déroulés. Elle ne fonctionne pas effectivement comme vous disiez, sous le fait de délation, et elle ne rémunère pas non plus effectivement donc les personnes qui peuvent apporter donc des éléments, donc comme vous disiez effectivement des informations sur telle ou telle pratique. Maintenant, je rappelle effectivement ce qui avait été précisé, c'est que dans le programme anticorruption, une des 8 mesures que préconise et qu'oblige donc l'Agence française anticorruption à mettre en œuvre et une ligne d'alerte et de détection donc des faits, potentiellement effectivement donc des faits de corruption. Donc aujourd'hui, il est tout à fait, je dirais, légitime que les salariés participent également à la lutte contre la corruption et détecter le plus en amont possible s'il y a des effets et remontent ces sujets-là auprès donc de ces instances dirigeantes à travers effectivement donc la ligne d'alerte. Elle n'est pas rémunérée, donc la personne, donc le lanceur d'alerte, tel qu'on l'appelle, doit effectivement le faire de manière désintéressée et doit le faire dans une optique de vraiment combattre la corruption et dans le sens, je dirais, de préserver l'intérêt général de la société et l'intérêt général donc de la société en général. Donc elle n'a pas effectivement donc cette notion de, je dirais, de rémunération qui serait donc incitative, telle que ça peut exister peut-être dans ce que vous disiez donc dans la police. Donc je connais moins bien ce domaine-là. Donc elle peut effectivement donc remonter un certain nombre d'éléments, mais on est vraiment, je dirais, dans un esprit, encore une fois, de travail coopératif de la part des salariés à contribuer à faire en sorte que tout un chacun, tous les employés, participent aussi à combattre, détecter et combattre effectivement donc les faits de corruption. À côté de cela, l'agence française, quand elle effectue ses contrôles administratifs, elle a principalement comme vocation de s'assurer que le programme, donc les 8 mesures qu'on vient de citer, soient bien mises en œuvre, comprises, exécutées par les sociétés et leurs organisations. Si au détour de ces contrôles administratifs, elle identifierait un certain nombre de sujets qui peuvent être effectivement lui remontés par donc, des lanceurs d'alerte, elle a, je dirais, donc pour obligation, au titre de l'article 40, en tant qu'agent public, de remonter et de reporter le sujet auprès du parquet national financier qui, lui, effectivement, donc instance judiciaire, va pouvoir instruire le dossier par une information judiciaire.
Oui, je crois que c'est vraiment important de comprendre que le terme délation que vous avez utilisé, c'est pas l'esprit. Aujourd'hui, la problématique, c'est comment on fait pour protéger des lanceurs d'alerte. C'est ce qui est un peu différent dans la perspective. Oui, et j'ajouterais qu'effectivement, la délation, c'est aussi peut-être une volonté de nuire. Ouais. Ici, on est plutôt dans une volonté, je dirais, de protéger. Donc, le système de lanceur d'alerte tel qu'il a été dessiné par l'Agence française anticorruption, par la réglementation Sapin 2, mais d'une manière générale, donc, dans tous les autres pays qui ont donc, ce même type de réglementation anticorruption, c'est une volonté de protéger, une volonté d'identifier le plus tôt possible, le plus en amont possible des faits potentiellement délictueux, éteindre le feu, circonscrire, avant qu'effectivement il y ait des répercussions extrêmement, je dirais, importantes en termes de procédures judiciaires, en termes, je dirais, donc d'amendes. Donc, Chantal précisait tout à l'heure donc les amendes qui ont pu être infligées auprès donc, de sociétés ayant été prises la main dans le sac dans les opérations de corruption, donc plusieurs centaines de millions de dollars. Donc on est vraiment dans cette volonté de protéger la société. Et puis finalement, le salarié qui serait donc lanceur d'alerte identifierait, gérer un sujet à traiter rapidement. C'est aussi de préserver son cadre de travail. Et justement, par rapport aux lanceurs d'alerte, sans parler donc de contrepartie financière, est-ce que vous garantissez est-ce que l'agence anticorruption garantit d'une manière ou d'une autre je dirais ses arrières professionnelles pour pas que sa carrière soit anéantie et que parce que j'ai lu des témoignages de lanceurs d'alerte qui ont été considérés comme pour parler un peu froidement des balances et qui n'ont pas su après rebondir professionnellement. Alors, la loi prévoit effectivement donc, la protection de l'alerte. Donc, dans le cadre donc, de la nouvelle loi Sapin 2, il y a donc le statut de lanceur d'alerte. Et si ce statut est reconnu, sous couvert de conditions, je vais en parler, nous avons effectivement donc, la protection juridique, je dirais, du statut de lanceur d'alerte. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas être poursuivi donc, au tribunal par son employeur, au titre effectivement d'avoir dévoilé un certain nombre d'activités dans le cadre de son travail. Et il est également protégé contre tout ce qui est donc mécanisme de rétaliation, c'est-à-dire de représailles, excusez-moi c'est en français, mais de représailles, c'est-à-dire de sanctions, de renvoi. Voilà, donc tous ces éléments-là sont prévus donc, dans le cadre de la loi qui permettent effectivement de sanctuariser le travail et je dirais donc l'apport que peut avoir un lanceur d'alerte. Aujourd'hui, il ne pourra pas effectivement être donc viré de notre entreprise, ne pourra pas effectivement être déclassé ni sanctionné donc, au niveau donc, des ressources humaines, et il sera également donc protégé contre toute, je dirais donc poursuite judiciaire que souhaiterait donc son entreprise à son encontre. Et cette disposition, je dirais, de protection et de statut du lanceur d'alerte a été même, je dirais, renforcée au niveau européen, puisque depuis donc, octobre 2019, donc ça fait un mois aujourd'hui, que nous avons donc, au niveau donc, européen une directive européenne qui a été votée, qui va dans le même sens cette fois-ci que la loi française, qui sanctuarise ce statut de lanceur d'alerte. Un lanceur d'alerte aujourd'hui qui fait son travail de manière désintéressée pour pouvoir, encore une fois, remonter des faits potentiellement délictueux serait donc protégé sous le couvert de la réglementation. Et cette directive européenne doit être mise en application dans les 2 ans dans tous les États membres. Donc la France, on est déjà effectivement donc doté de la loi Sapin 2 depuis décembre 2016, mais dans les 2 ans à venir, tous les pays membres, donc les 28, devront avoir le même type de dispositions réglementaires pour protéger et encourager, encore une fois, à ce que le lanceur d'alerte fasse son travail de citoyen et fasse son travail, je dirais aussi, de contributeur à son niveau en tant que salarié à la lutte contre la corruption pour son entreprise. Bonjour, j'ai une question plus particulièrement pour Monsieur Kwang. Vous avez parlé tout à l'heure de votre besoin en juriste au sein de votre agence. Je m'interrogeais sur votre besoin ou votre recours à d'autres professionnels comme un expert comptable par exemple.
Et de là, je m'interrogeais aussi sur les missions exercées de manière concrète au sein des entreprises de vos clients. Merci. D'accord. Donc, chez Tickaline, donc nous avons deux volets d'activité. Donc, nous avons le volet prévention et nous avons le volet détection. Donc, le volet prévention, nous accompagnons donc les entreprises dans toutes ces dimensions de lutte anticorruption qu'on vient de décrire depuis une demi-heure, c'est-à-dire accompagner les entreprises à déployer le programme anticorruption tel que prévu par la réglementation et l'Agence française anticorruption. Donc ça, c'est le premier volet. Donc là-dessus, on fait du travail de conseil, d'accompagnement, et pour pouvoir effectivement accompagner efficacement les sociétés, il convient, je dirais, de bien comprendre la matière, donc les tenants, les aboutissants, la réglementation, l'application, comment elle doit effectivement s'appliquer, et puis derrière, les côtés très pratiques et pragmatiques qu'on a évoqué pour pouvoir accompagner de manière, je dirais, très opérationnelle les entreprises au quotidien. Donc ça, c'est le premier volet sur lequel nous intervenons. Et là-dessus, effectivement, le format, je dirais, du master conformité, juriste conformité est extrêmement adapté puisqu'il a été vraiment dessiné à dessein pour ce type de poste. Le deuxième volet sur lequel nous intervenons, c'est la partie, je dirais, détection. Et là, donc, j'effectue avec mes collaborateurs ce qu'on appelle donc des investigations financières ou des investigations sur des sujets de fraude et de corruption en France et à l'étranger. Et là, on a besoin effectivement d'autres compétences qui ne sont pas, alors bien sûr les compétences de conformité et de compréhension de la loi sont importantes, mais également d'autres compétences qui sont, je dirais, donc des compétences financières, d'analyse, commercial, de business, de marketing, parce qu'il faut pouvoir comprendre, je dirais, le fonctionnement d'une entreprise de manière très intime pour pouvoir essayer d'identifier les schémas de corruption et de fraude qui ont été mis en place, et essayer d'identifier les parties prenantes, les tenants, les aboutissants, aller jusqu'au bout effectivement donc, des personnes qui bénéficient de ces schémas de corruption et de fraude pour pouvoir, je dirais, donc apporter donc un dossier circonstancié qui sera donc derrière instruit au niveau de la justice. Donc dans ce cadre d'investigation, on peut faire appel à d'autres types de compétences, et les compétences que j'utilise également, c'est les compétences d'analyse financière. Dans les entreprises, c'est bien de comprendre, je dirais, les ressorts concernant donc, les schémas de fraude et de corruption, mais c'est également extrêmement important de comprendre, je dirais, les ressorts qui concernent donc, la comptabilité, les établissements donc, des chiffres, des reportings financiers, et finalement de manier cette matière extrêmement importante, parce que finalement, dans une entreprise, tous les éléments en termes de flux financiers et économiques se reflètent d'une manière ou d'une autre dans les comptes. Donc cette compétence, je dirais, de comptable est également une compétence recherchée pour pouvoir, je dirais, conduire des investigations financières. Il y a d'autres types de compétences, par exemple des gens qui ont une bonne connaissance des analyses de données. Donc aujourd'hui, vous savez que les sociétés on se croule de plus en plus sous les données, des données financières, des données commerciales, des données, je dirais, donc, de tout ordre. Le croisement également des systèmes. Toutes ces données sont extrêmement riches. Donc il faut pouvoir utiliser de l'analyse, de la recherche, ce qu'on appelle de la data analytics. Aujourd'hui, on appelle ça de l'intelligence artificielle, mais je préfère utiliser le mot de data analytics, recroiser donc toutes ces informations, et il y a des milliards et des milliards d'informations pour pouvoir finalement circonstancier les schémas de corruption tels qu'ils ont été organisés dans les entreprises. Merci. J'aurais juste complété, effectivement, puisque c'est intéressant ce que vous dites, à quel point les compétences comptables sont importantes. Alors c'est une information que je donne en primeur, c'est que l'Université de Strasbourg, la faculté de droit, va ouvrir un nouveau master l'année prochaine consacré aux investigations financières, et donc auquel vous participerez, Jean-Jacques. L'objectif, c'est de former à ces investigations. Alors, qui sont intéressés par cette discipline, hein, c'est à la fois les autorités de poursuite, de justice, mais également les cabinets qui sont à la recherche de profils capables de conduire ce type d'investigation. Et il y a parmi les modules un très gros module de comptabilité et de finance. Donc c'est une compétence extrêmement importante. Donc on n'est pas dans le cadre de la conformité, mais bien là, dans celui de l'investigation financière. Donc à partir de l'année prochaine, en formation continue et en apprentissage.
Merci. C'était juste pour demander aux personnes qui posent une question s'ils pouvaient se présenter brièvement au début de leur question. Et je crois qu'on en avait encore une autre. Oui, bonjour, André Schmitt, enseignant de finance, précisément. Alors, je voudrais vous soumettre une étude de cas. Vous avez un cadre commercial d'un grand groupe français qui est détaché dans un pays étranger, qui est notoirement corrompu, la sphère publique et sphère privée. Et donc, pour répondre à un appel d'offres, il est sollicité pour dépôt de vin. Qu'est-ce que vous lui recommandez individuellement déjà ? Parce que il y a une question cruciale quand même pour lui, à titre individuel, d'obtenir de gagner cet appel d'offres ou bien de respecter l'éthique, etc. Qu'est-ce que vous lui recommandez individuellement et qu'est-ce que vous lui recommandez au niveau aussi de la société qui l'engage ? C'est très intéressant le cas que vous nous soumettez là, parce qu'il y a quelques années, on se posait la question. Aujourd'hui, on ne se la pose plus. Donc, je pense que vous partagez mon avis. Oui, tout à fait. Je pense que c'est vrai que, je le disais, aujourd'hui, on ne doit plus se poser ce genre de questions. C'est la tolérance zéro. C'est si effectivement cette personne en contact avec son marché, ne serait-ce qu'effectivement on lui propose ou il est tenté, la seule réponse possible, c'est cette tolérance zéro, c'est de refuser le marché. Et cela, je dirais, il est totalement légitime, déjà au regard de la loi, mais il est également totalement légitime dans son organisation de sa société. Aujourd'hui, comme on le disait, toutes les sociétés doivent, je dirais, combattre activement contre la corruption, puisque c'est inscrit dans la loi, puisqu'il y a une agence qui l'encourage, il y a une agence qui contrôle également effectivement la mise en application, et ce combat, il doit être fait à tous les niveaux. Aussi bien auprès du dirigeant que, effectivement, vous disiez, donc, le responsable commercial qui se trouve dans un pays très lointain. Il ne peut pas lui être reproché, je dirais, de refuser ce genre de pratique. A fortiori, si on estime que le programme anticorruption, s'il a bien été correctement déployé par les responsables de conformité, avec l'aval et, je dirais, en anglais, je dirais le sponsorship, je dirais, du dirigeant, c'est de refuser tous ces types, je dirais, de propositions et de rentrer dans dans un raccourci qui serait de gagner rapidement un marché, petit soit-il, mais qui peut effectivement derrière exposer la société à des centaines de millions, je dirais, d'amendes. Donc les enjeux sont là. Les enjeux, c'est zéro tolérance. Les enjeux, c'est ne même pas se poser la question. Et les enjeux, c'est on est forcément, je dirais, soutenu par toute l'organisation, depuis les dirigeants, et à travers effectivement donc, ce programme de corruption sur lequel on est plus qu'encouragé à refuser et à combattre, et même la dénoncer au sens, encore une fois, protéger, je dirais, l'actif de la société. Donc aujourd'hui, ce genre de réaction serait même encouragé. Et si effectivement ce cadre-là, sur cet exemple que vous dessinez, s'il se pose encore des questions, c'est qu'effectivement, peut-être que le programme de prévention et anticorruption n'a pas été suffisamment explicité, sensibilisé donc, auprès donc, de son organisation, et que ça descende par ruissellement jusqu'à son niveau pour qu'il puisse effectivement refuser ce genre d'opération. Bonjour, je suis Vincent Rhin, donc du ministère de l'économie, délégué à l'information stratégique et sécurité économique. Prenons un cas pratique. Une entreprise a signé des contrats d'assurance dans un pays d'Afrique du Nord. Il se trouve que ces contrats sont des contrats de corruption déguisés. Et donc la direction de conformité là n'a pas fait son travail. Conseillerez-vous à l'entreprise d'aller se signaler à l'Agence française anticorruption pour négocier une éventuelle amende minorée avec les autorités américaines, sachant que c'est une entreprise qui travaille un peu partout dans le monde? Alors, c'est l'aspect d'autodénonciation des entreprises est un sujet qui est un petit peu à géométrie variable, parce que c'est en fonction, je dirais, des us et coutumes et de la culture de chaque pays. Je vais prendre les États-Unis. Les États-Unis, dans leur culture et dans leur façon de travailler, il y a vraiment cette notion importante d'autodénonciation de fait. Donc,
corruption ou autres faits d'ailleurs, parce qu'il y a cette dimension importante de justice négociée aux États-Unis. Aux États-Unis, si vous dénoncez de manière volontaire, tel que vous le disiez là sur ce cas d'exemple, la justice sera beaucoup plus clémente quand elle fera effectivement donc, sa procédure et identifier donc, les amendes et baisser les amendes. En France, on commence effectivement à mettre en place cette notion de justice négociée. Dans le cadre et dans le sillage de la loi Sapin 2, il y a bien sûr donc, le programme anticorruption, il y a donc la création de l'agence française anticorruption, et il y a également donc une nouvelle mesure, un nouveau dispositif qui s'appelle donc le CGIP, la Convention judiciaire d'intérêt public, qui permet effectivement donc, pour les sociétés dans ce cadre-là, qui serait donc, je dirais donc, face à un sujet de corruption, de pouvoir venir intercéder, contribuer de manière positive à éteindre, je dirais, donc, le sujet, et donc de négocier, donc une notion de justice négocier de manière plus clémente l'amende qui sera effectivement faite. Maintenant, le dispositif existe. Donc, dans votre cas d'exemple, on pourrait effectivement dire je fais le travail d'identification de ce fait de corruption par travers donc, les sociétés d'assurance. Je fais ce travail, je dirais, toute la transparence et la lumière à travers des investigations circonstanciées pour pouvoir effectivement donc, identifier le cas, les tenants, les aboutissants. Et je peux prendre la décision, mais encore une fois, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas non plus, je dirais, d'encouragement particulier, incitatif, hormis effectivement le fait de dire je négocierai mieux si je vais, donc je prends les devants, auprès effectivement donc, du parquet national financier. Donc on est, je dirais, donc le cadre existe aujourd'hui pour pouvoir avoir une démarche plus proactive et de dénoncer ce type de pratique et de faire en sorte que les autorités françaises ou internationales soient plus clémentes dans l'instruction de la procédure pénale et donc dans les amendes. Le cas s'est présenté par exemple en France il y a 2 ans avec le dossier Airbus. Airbus effectivement a eu donc des activités de corruption qui s'est passé, je crois, en Autriche ou ailleurs, peu importe. A identifié donc, par des canaux internes je dirais, donc, ce fait de corruption, a fait les diligences nécessaires pour bien circonstancier que oui, effectivement, ils sont bien devant le cas je dirais, d'un fait de corruption, et ont pris les devants, et on sont allés voir effectivement donc, les autorités, en l'occurrence là, les autorités anglaises, puisque Airbus, c'était plus la partie EADS qui était donc cotée en Angleterre, et donc ils sont allés voir donc, le SFO, donc Serious Foreign Office, Fraud Office, pour pouvoir effectivement dénoncer ce sujet-là, pour pouvoir donc négocier au mieux, gérer donc les amendes vis-à-vis effectivement donc de ce fait de corruption-là. Donc ça a été dénoncé par Airbus en 2016-2017. C'est en cours effectivement d'instruction pour pouvoir aboutir, à une décision donc, qui sera faite donc, par le SFO assez rapidement, avec une amende à la clé qui sera forcément plus clémente que si elle était découverte par les instances directement. Et j'ajouterais effectivement que cette notion de venir et prendre les devants vis-à-vis des réglementations, ça a également un autre aspect positif, c'est que le fait de se dénoncer auprès du SFO, donc en Angleterre, ou peut-être aujourd'hui auprès du parquet national financier, permettra également aussi d'éteindre les potentielles poursuites que fera donc le ministère de la Justice américaine. Il y a des règles donc, en droit qui s'appellent le non bis in idem, c'est-à-dire on ne peut pas juger donc, 2 fois un acte délictueux donc, par des réglementations donc, internationales. Donc le fait effectivement d'être reconnu et recevoir une amende, soit effectivement d'une autorité française, voire anglaise, permettra effectivement d'échapper peut-être à la poursuite du ministère américain, qui, lui, sera beaucoup plus, sévère, parce qu'il y a cette dimension que Chantal Cutajar précisait tout à l'heure, qui est extrêmement importante, qui est la notion de guerre économique. Et c'est vrai que sur cet aspect, donc, de réglementation et d'acteurs de part et d'autre de l'Atlantique, les Américains et le ministère de la Justice américain a démontré depuis
une dizaine, une quinzaine d'années, que leurs sanctions sont extrêmement sévères en termes de poids économique, plusieurs centaines de millions de dollars d'amende. Et Chantal Cutajar précisait tout à l'heure dans son propos introductif qu'il y a beaucoup de sociétés non américaines qui a effectivement été sanctionnées. Je mettrais un petit bémol sur non bis in idem. Vous savez ce que signifie ce principe en droit, c'est que il interdit de sanctionner 2 fois pour les mêmes faits. Sauf que les Américains, ils n'en ont rien à faire de non bis in idem. Nous avons aussi un dispositif qui s'appelle la loi de blocage et qui, voilà, vous souriez aussi, vous avez raison d'ailleurs, et qui, en théorie, permettrait à l'État de protéger ses entreprises contre des poursuites étrangères. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. C'est le poids économique, c'est le poids lorsque les Américains décident d'interdire une entreprise de commercer sur son territoire. Voilà. Donc, moi, j'entends ce que vous dites. En théorie, pour le coup, c'est moi qui fais de la pratique. Mais non bis in idem, les États-Unis, moi, j'ai pas vu de décision. En fait, la décision Société Générale, c'est une décision, en tout cas, concertée. Elle a été concertée, tout à fait. Voilà, mais c'était pas au visa de non bis in idem. Non, tout à fait. Mais je pense qu'on va arriver sur cette. Voilà, on va arriver, et ça, c'est en tout cas, c'est le discours du ministère de la Justice américaine, de dire maintenant que l'Europe et la France et l'Angleterre et d'autres pays vont venir, ont leur réglementation anticorruption, on va pouvoir combattre de manière concertée. Donc ça, c'est encore une fois, c'est le message officiel qui fait qu'effectivement, on ne va plus poursuivre nous tout seuls dans notre coin et récupérer l'intégralité des amendes. On va le faire de manière concertée avec les pays. Et ça a été le premier cas avec la Société Générale, qui a été donc dans un cadre, je dirais, donc de corruption en Libye, et donc qui a été poursuivi conjointement par l'UFCPA et par donc le parquet national financier. Et ils se sont mis d'accord à ce que ce soit une seule poursuite commune et pas une dans un pays et une deuxième dans un autre. Ils ont une poursuite commune et ils ont effectivement donc décidé donc de diviser à part égale donc l'amende, donc 280 et quelques, vous disiez pour la France et 280 pour les Américains. Et au-delà de cela, c'est que cette volonté de travailler de concert fait que maintenant, donc, la Société Générale est sous surveillance. Donc, juste effectivement faire une parenthèse, quand une société est mise à l'amende, elle est donc derrière, pendant les 3 ans qui suivent effectivement donc les procès, mise, ce qu'on appelle donc sous moniteur, c'est-à-dire sous surveillance, avec des intervenants extérieurs qui peuvent vérifier que la société, cette fois-ci, est bien rentrée dans les rangs, ne fait plus ce genre de pratique, et donc on suit un petit peu donc, avec un moniteur sur les 3 ans. Et là, sur ce cas-là, sur cet exemple-là, donc, a démontré que finalement, ils ont donné le moniteur aux Français, Société Générale étant une société française, et donc c'est l'AFA qui a donc la charge donc, de suivre, monitorer sur les 3 ans que la Société Générale ne fasse plus ce pratique de corruption. Donc on a effectivement de plus en plus cette volonté en tout cas affichée, et ça s'est traduit sur ce premier cas avec la Société Générale, mais je suis consciente également, et je suis d'accord avec vous Chantal, c'est que ces enjeux sont vraiment des enjeux financiers extrêmement importants. On parle de milliards et des milliards de pénalités, et on parle effectivement également, je dirais, d'enjeux entre 2 blocs économiques qui sont l'Europe et l'Amérique. Le cas de Airbus, je suis d'accord avec vous, il faut être extrêmement vigilant. Airbus devrait être rapidement donc là, sanctionné par une autorité européenne, en l'occurrence anglaise et peut-être conjointement avec la française. De par effectivement cet esprit de coopération, elle ne devrait pas être derrière de nouveau poursuivie par les autorités américaines. Mais là, il y a différents sons de cloche qui disent que il y a au-delà, je dirais, de cet aspect de coopération, je dirais, et conjointe et coordonnée d'avance, il y a les enjeux, je dirais, de Airbus contre Boeing. Donc, les Américains auront peut-être une propension à aller chercher, à vouloir également sanctionner
Airbus, alors peut-être sous un autre angle, parce que là on parle de la loi anti-corruption et de CPA, il y a d'autres angles, il y a les sanctions économiques, il y a d'autres lois réglementaires américaines qui pourront avoir des éléments, je dirais, d'attaque. Il y a aussi effectivement le nexus, donc qui est le lien, je dirais, donc avec l'utilisation du dollar, donc le dollar qui est leur monnaie souveraine. Ils peuvent effectivement trouver d'autres angles juridiques pour pouvoir peut-être aussi attaquer, alors pas effectivement sur le même fait, mais sur un autre fait, pour mettre le deuxième genou à terre de Airbus, parce qu'aujourd'hui Airbus est extrêmement plus puissant que Boeing, et Boeing connaît une passe économique extrêmement difficile. Donc il faut être bien sûr vigilant avec ces éléments-là. Il y a le discours de façade du ministère américain, et il y a effectivement la réalité. Donc voilà, des problématiques très complexes. On va arriver à la fin de cette table ronde. Dernière question. Alors. Oui, il y en a deux alors. Guy Leflerme, 40 ans d'entreprise, à la retraite depuis 15 ans. Ce qui m'a incité à venir aujourd'hui, lors de l'annonce de cette réunion, y compris l'article hier paru dans les dernières nouvelles, c'est cette juxtaposition un peu frontale, un peu brutale d'entreprise et corruption. Il faut faire attention quand même en lançant des choses comme ça. Bien sûr, je ne vais pas défendre la corruption, qui est mondiale et sur certains continents terrible. Mais néanmoins, l'entreprise, on lui impute déjà tellement de maux, alors qu'elle est quand même créatrice d'emplois, de travail, de richesse. Il ne faut pas l'oublier. Donc, attention. Deuxièmement, une autre remarque, ça ne m'étonne pas du tout que ce soit parti des États-Unis. C'est très bien, parce que les États-Unis sont pas assez maîtres dans l'art d'utiliser ce genre de choses. Et vous venez d'évoquer le dollar. Ils ont quand même une monnaie qui oblige d'autres pays du monde à quitter franchement des marchés, comme la Syrie. Franchement, on ne peut plus y aller. Donc les États-Unis savent faire pour leur compte, pas toujours pour leur inconvénient. Donc, simplement, prudence, il faut effectivement agir. Bien sûr, les grands groupes vont mettre en place cette fonction. Je rappelle quand même que dans une société, il y a un comptable ou un expert comptable, il y a un contrôleur de gestion. On a inventé l'audit. L'audit, c'est pas très loin de la conformité, puisque dans une entreprise, il y a des règles, et l'auditeur, c'était de les surveiller. Donc, on va empiler quelque chose. Bien sûr, il y a toutes les entreprises, aussi, en dessous de 500 personnes, où il y a aussi des pratiques, c'est sûr. Mais il faut aussi dire qu'un chef d'entreprise est responsable chez lui. C'est surtout dans les petites et moyennes entreprises. Donc, ne jetons pas une pierre supplémentaire à cette entreprise qui peine déjà tellement. Toute petite remarque, ça m'étonne que vous ayez nommé M. Ghosn. Il y a quand même une suspicion d'innocence à ce jour, et je mets plus sur le dos de Nissan que de Renault. Voilà. Il aimerait bien que ce que vous dites soit réel. Peut-être juste permettre à monsieur... La dernière question, la toute dernière. Et on va répondre... Il me semble quand même qu'il a signé la présidence. Oui, bonjour, Emmanuel Rudio, je suis responsable de l'audit interne justement de l'Université de Strasbourg. Merci beaucoup pour la transition. Et j'avais peut-être une question qui s'adresserait plus à Madame Cutajar. Est-ce que vous disposez au sein du GRASCO d'informations sur l'exposition du milieu de l'enseignement supérieur et de la recherche publique en France et en Europe à ces risques de corruption ? Alors, juste pour vous répondre, monsieur, il ne s'agissait pas dans notre esprit, loin s'en faut, de critiquer ou d'avoir une suspicion à l'endroit des entreprises, mais bien au contraire. Comment les protéger ? Comment peuvent-elles se protéger contre le risque d'exposition, contre l'exposition au risque de corruption ? C'est quand même, c'était le sens de notre propos. Et pour vous répondre, non. Mais bon, ceci étant, je vous réponds non parce qu'on n'a pas été sollicité. Donc, on peut faire des recherches. Mais là, pour l'instant, sur ce sujet-là, à ma connaissance, on ne dispose pas d'informations.
Merci à tous. Voilà, c'est maintenant vraiment terminé. Donc je vous propose peut-être un dernier petit mot par Agnès. Oui, très rapidement, je voulais remercier très chaleureusement nos deux intervenants qui nous ont fait le plaisir d'être là aujourd'hui. Vos éclaircissements, vos informations étaient vraiment très précieuses et très riches pour l'ensemble des participants, je crois, aujourd'hui. Et donc merci beaucoup. Merci.